Maintenant, on passe à la dernière session qui s'intitule « Support en cancérologie » et je donne la parole à Dr Ikram Kimfaoui, docteur en biologie, santé et nutrition. À vous la parole, Dr Ikram. Merci Madame Gilles. Bonjour chère audience. Bonjour Madame la directrice adjointe, responsable de la formation continue, Madame Feza. Je suis ravie aujourd'hui de partager avec vous et de faire partie de ces intervenants de première édition des journées scientifiques organisées par les SPITS. Je tiens à remercier également Madame Gilles de m'avoir invitée en tant qu'intervenante et je remercie le comité scientifique ainsi que le comité d'organisation pour la réussite de cet événement. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un peu de la prise en charge nutritionnelle et diététique du cancer de sein et du col d'utérus. En premier lieu, je vais faire un petit rappel pour que le cancer de sein est un enjeu de santé publique et que le cancer du col d'utérus et le cancer de sein sont les deux formes de cancer les plus courantes chez les femmes dans tout le monde entier et ainsi au Maroc. Selon l'OMS, le cancer de sein représente environ 25% chez les femmes, de cancer chez les femmes, tandis que seulement 300 000 femmes meurent et décèdent à cause du cancer du col de l'utérus. Au-delà des traitements médicaux, il est très important de savoir et comprendre l'efficacité de la prise en charge nutritionnelle et diététique, une alimentation équilibrée peut non seulement soutenir le système immunitaire, mais avoir un recours et récupération de traitements. Pour commencer, il est essentiel de reconnaître que le cancer est multifacteur comme nos collègues ont déjà cité. Donc il y a des facteurs environnementaux et comportementaux comme les facteurs tabagisme, l'alcoolisme, la consommation de boissons alcoolisées ainsi que la pollution et le stress oxydatif. Donc sur cette diapo, nous allons aborder l'importance vitale de la prise en charge nutritionnelle et diététique de ces types de cancer chez ces patients. La nutrition n'est pas seulement un traitement accessoire, mais un pilier fondamental qui influence directement la qualité de vie et les traitements. Tout d'abord, pendant les traitements tels que la chimiothérapie et la radiothérapie peuvent entraîner des effets secondaires tels que les nausées et le vomissement, la perte d'appétit et parfois les formes de la dénutrition ou la perte du poids. Une alimentation adaptée peut aider à atténuer les effets et maintenir une qualité de vie de ces patients. Deuxièmement, le maintien d'une amélioration de la qualité de vie, la prévention de la malnutrition, d'une cachexie ou de la dénutrition, par une prise en charge nutritionnelle adéquate qui permet de prévenir la malnutrition ou la dénutrition qui peut compromettre la réponse au traitement et la récupération rapide. Et ensuite, le renforcement du système immunitaire et la prévention des récidives grâce à une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux, les antioxydants qui contribuent à renforcer et booster le système immunitaire et dans l'organisme à mieux résister aux infections et à récupérer au traitement. Passons maintenant au rôle de la diététique durant les différentes phases de traitement. Le rôle des diététiciens nutritionnistes est très important dès le diagnostic de la maladie. On parle ici du diagnostic du cancer de sein et du col d'utérus par l'établissement d'un plan alimentaire soi-disant personnalisé pour préparer l'organisme au traitement et éviter les récidives et les carences en micronutriments. Et pendant le traitement, notre rôle est l'ajustement de l'alimentation pour gérer les effets secondaires et maintenir une bonne nutrition. Et ainsi le suivi après le traitement, la surveillance continue de l'état nutritionnel et l'adaptation du régime alimentaire en fonction des besoins nutritionnels. Et cela, ça dépend le sexe. Bien sûr, on parle ici juste des sexes féminins, 100%, parce qu'on parle de cancer de sein et col d'utérus. On travaille avec une population 100% féminine. Et bien sûr, avec l'état nutritionnel, on peut l'évaluer grâce à l'intégramètre au calcul de l'indice de masse corporelle qui a un impact très important pour l'évaluation de la dénutrition ou l'obésité ou le surpoids. Partons maintenant
maintenant à la prévention des carences et le maintien de l'état nutritionnel. Le diététicien nutritionnel joue un rôle très important de l'évaluation dès le dépistage régulier des carences micronutritionnelles grâce à des analyses ou à l'anamnèse avec le patient ou les symptômes. La supplémentation, on ajoute des compléments alimentaires si nécessaire. Donc, je ne recommande pas l'utilisation de compléments alimentaires aléatoirement sans avis médical. Il faut qu'on le prescrit soit par le médecin traitant ou par le nutritionniste diététicien. La surveillance, le patient doit avoir un suivi continu de l'état nutritionnel pour savoir quelles sont les habitudes alimentaires et les ajustements qu'on doit comprendre dans son plan régime. Passons maintenant à un aspect fondamental de notre discussion, les facteurs de risque de protection associés au cancer du sein et au cancer du col de l'utérus. Cette compréhension est essentielle pour développer des stratégies de prévention efficaces et orienter les patientes vers le comportement favorable et à leur santé. Je vais d'abord aborder les facteurs de risque suivis des éléments de protection et quelques conseils. Les facteurs de risque qui augmentent les risques de ces cancers sont les boissons alcoolisées, les habitudes toxiques en général sont l'alcool et le tabagisme, ainsi que la consommation excessive de la viande rouge au-delà de 500 grammes par semaine, et la charcuterie et les produits salés et l'ajout de sel dans leurs assiettes. Les compléments alimentaires à base de bêta-carotène, elle fait partie des facteurs de risque de ces types de cancers. Et le surpoids et l'obésité, bien sûr, et l'excès de la masse grasse, comme peut le savoir à l'aide de l'impédance mère. Donc, on a recours à des aliments de type de conserve et fast-food et les produits industrialisés, ils sont des facteurs de risque, plus les boissons sucrées et industrialisées, comme les jus industriels, et l'alimentation ultra transformée, comme les saucisses, les hot dogs, les charcuteries et tout ça. La sédentarité et une inactivité physique, ça fait partie des facteurs de risque. Au-delà, les conseils de prévention, c'est bien sûr, il faut réduire la consommation des boissons alcoolisées qui nuisent à la santé de nos patients, avoir une alimentation équilibrée et variée tout en évitant de recourir aux compléments alimentaires sauf en cas de nécessité, pratiquer une activité physique régulière d'intensité modérée et élevée et à limiter la sédentarité et maintenir un poids normal. Les facteurs qui réduisent le risque, il faut consommer au moins 5 légumes et fruits par jour, les céréales, remplacer les céréales normales par les céréales complètes tous les jours selon l'appétit de la patiente, des légumes secs au moins 2 fois par semaine, il faut consommer 3 portions de produits laitiers, de préférence UHT, et une alimentation de type méditerranéenne qu'on a recours avec notre patient. Activité physique modérée et intense, elle est nécessaire de l'introduire dans notre régime. Pour le cancer de sein, on note à personnaliser le régime hyperprotéique pour les patients qui représentent des cachexie ou des cas de dénutrition et la supplémentation en micronutriments en cas de carence. Ensemble, une attention particulière pour l'hydratation et l'apport en fibres peut jouer un rôle clé dans la gestion et le diagnostic des complications gastro-intestinales et améliorer la qualité de vie des patientes atteintes de cancer cancer de col de l'utérus. Donc, pour les besoins communs entre les deux types de cancer, il faut adopter un régime normocalorique, protidique, normoglycidique, avec adaptation et personnalisation de plans selon les besoins nutritionnels de chaque patient. Importance de l'apport calorique en vitamines, minéraux pour soutenir le système immunitaire et le booster. Passons maintenant à des recommandations alimentaires pendant le traitement. Il faut privilégier des aliments riches et saisonniers, favoriser les aliments à forte densité nutritive comme les protéines maigres, les fruits et les légumes colorés, et les produits laitiers et les céréales complètes. Adapter la texture et les goûts selon le goût des patientes et l'appétit. Fractionner le repas. Il faut préférer des petits repas fréquents plutôt que des gros repas pour faciliter la digestion, surtout chez les femmes qui souffrent des effets secondaires de la chimiothérapie ou de la radiothérapie tels que les nausées et les vomissements. Les besoins nutritionnels des patients atteints du cancer du sein et col de l'utérus peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment le stade de cancer, les traitements en cours et l'état en santé générale. En définir les besoins nutritionnels, ce sont des besoins nutritionnels qui désignent les quantités d'énergie et de nutriments comme les protéines, les glucides, les lipides et les vitamines ainsi que des minéraux nécessaires à un individu pour maintenir sa santé, son bien-être et ses fonctions physiologiques. Ces besoins varient en fonction de plusieurs facteurs tels que l'âge, le sexe, le niveau
30 à 35 kilocalories de poids par kilo, actuel par jour en oncologie médicale. Comment le calculer? On fait multiplier le 30 à 35 par le poids de la patiente. Ainsi que les besoins en protéines sont de 1,2 à 1,5 g par kilogramme de poids actuel. C'est la même équation, donc on fait multiplier le 1,2 à 1,5 fois multiplié par le poids de la patiente. On doit savoir combien la patiente doit prendre de protéines par jour. Alors, comme vous voyez sur la photo, ce sont les apports journaliers recommandés de chaque type de vitamines, des oligo-éléments qui sont nécessaires pour booster le système immunitaire, ainsi les minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore et le potassium qui ont un rôle très important dans le maintien de l'homéostasie de l'organisme et sans oublier les apports énergétiques. En résumé, une assiette équilibrée se compose d'une majorité de glucides pour l'énergie. On a donc une assiette équilibrée, on doit avoir 55% de glucides, 30% de liquides et 15% de protéines. Les défis nutritionnels liés aux effets secondaires des traitements sont, comme vous voyez dans la photo, des nausées et des vomissements. Donc, le diététicien nutritionniste a pour rôle de recommander des aliments légers et facilement digestibles pour minimiser l'inconfort intestinal et gastrique. On a aussi la perte d'appétit. Il faut suggérer des techniques pour stimuler l'appétit et des repas plus fréquents et fractionnés, comme la mise en bouche des boissons gazeuses ou de l'eau gazeuse, comme OMS, pour stimuler des enzymes salivaires comme l'amylase et la lipase, qui stimulent la ghrelin pour stimuler aussi l'appétit en cas de perte d'appétit ou de cachexie. Les troubles digestifs, il faut adapter l'alimentation pour soulager les maux de l'estomac, les diarrhées ou la constipation et recommandation de consommation de fibres. La fatigue, il faut recommander que les aliments riches en nutriments essentiels pour combattre la sténite et l'altération de l'état général de nos patientes. Pour les conseils d'une alimentation équilibrée et adaptée ainsi que variée, il faut qu'on ait un recours aux fruits et légumes saisonniers et non surgelés ou congelés, apport élevé en antioxydants et fibres. Les poissons et oméga 3, ils sont bénéfiques pour l'inflammation et la santé cardiovasculaire. Les céréales complètes parce qu'ils sont une source d'énergie et de micronutriments essentiels. Et bien sûr, sans oublier l'eau. Comme Allah dit, il faut favoriser une bonne hydratation tout au long de la journée. Donc, partons maintenant aux aliments autorisés et autres que ces patients ne doivent pas prendre ou limiter la consommation. Comme voyons sur la photo, on a le thé. Le thé, il est autorisé, sans sucre bien sûr. Normalement, quand on a une patiente, on doit le prendre en charge diététiquement et nutritionnellement. On doit l'interdire de prendre carrément le sucre blanc, la farine blanche. Et le thé autorisé, le thé vert, parce qu'il est riche en antioxydants, sauf cas de l'anémie, on l'arrête. Donc, le lait de soja, il est interdit par sa teneur en phytoœstrogènes, surtout dans le cas de cancer de sein, parce qu'on aura pour éliminer toutes sortes de récidives. Les kéfirs favorisent la digestion grâce à sa composition riche en probiotiques, surtout en cas d'utilisation de quelques antibiotiques en cas des infections. L'eau gazeuse, parce qu'il contient du bicarbonate de sodium, est apéritif au cours de la chimiothérapie. Les produits laitiers ne sont pas systématiquement interdits, mais pour les femmes atteintes de ces cancers, mais ça dépend de plusieurs facteurs. Il faut consommer du acheter de préférence. Du jus fait maison avec l'eau ou avec les oranges, ils sont favorables à consommer. Donc il faut qu'on rende compte aux hygiènes alimentaires. Il faut nettoyer les mixeurs ou le blender avec le vinaigre de cidre ou le vinaigre blanc pour éviter toutes sortes de contaminations par les bactéries. Pour les fruits et légumes et sucreries, les sucreries sont carrément interdites. Tous les fruits et légumes sont autorisés. Il faut les tremper 20 minutes avant et les rincer dans le vinaigre de cidre ou le vinaigre blanc ou le jus de citron. Éviter les fruits et légumes ouverts ou tachés. Différencier les planches, une planche pour les fruits, une planche pour les légumes. Des études ont montré l'importance de la consommation de quinoa, les wasfarj, donc par sa richesse en antioxydants. Déjà, elle a un effet astringent, riche en vitamine C, riche en fibres et divers polyphénols qui aident à combattre les radicaux libres. Cela pour réduire le stress oxydatif dans notre organisme. Elle a aussi des
des propriétés anti-inflammatoires. Donc pour le sucrerie, de préférence, il faut remplacer le tourtelan par le stevia, plante de stevia déshydratée. Le miel est carrément interdit. Il est strictement interdit en cas de chimiothérapie parce qu'il contient des spores du bactérie botulinum Clostridium botulinum. Il peut faire pour les immunodéprimés, il faut causer des vulnérables infections. Partons maintenant au fameux pamplemousse. En raison des interactions médicamenteuses potentielles, il est souvent recommandé aux patients sous chimiothérapie prenant d'autres médicaments en parallèle de limiter ou d'éviter la consommation de pamplemousse soit en fruits ou au jus fait maison parce qu'il contient le furamine, le principalement-bergamotine et le 6,7-dihydroxybergamotine qui inhibe l'enzyme CYP3A4, enzyme responsable de métabolisation des médicaments anticancéreux tels que la tyrosine kinase. Les fruits secs et légumineux, possible de les manger, mais 2 jours avant la séance de la chimiothérapie ou la radiothérapie. Si problème de microbiote intestinal ou colon irritable ou colopathie fonctionnelle, il faut les tremper une nuit avant dans l'eau et les sécher car ils contiennent de l'acide phytique qui a un effet chélateur de minéraux. L'acide phytique a la capacité de se lier aux éléments minéraux et surtout le calcium, le fer, le zinc et le magnésium, ce qui peut réduire leur absorption dans l'intestin. Cela peut poser un problème surtout pour les gonflements gastriques. Pour les poulets et œufs, possible de prendre poulet bildi et omi, mais de préférence le bildi. Éviter les abats de poulet. Laver le poulet avec du citron et frotter avec du sel. Il ne faut pas les tremper dans l'eau pour éviter la propagation des bactéries Escherichia coli et la salmonellose surtout on travaille avec des patients immunodéprimés. Les œufs possibles de prendre, bildi de préférence ici, par sa teneur en protéines. Partons maintenant aux abats. Possible de prendre le foie, le cœur, les rats, l'oignon, mais il faut interdire aux patients de prendre la cervelle, l'hégement, tout ce qui est créine, le mour, tout ça parce qu'il retarde le processus de la chimiothérapie par sa forte teneur en lipides. Et aussi, il a un impact sur l'augmentation du taux de cholestérol total. Partons maintenant aux épices et huiles. Le sel, le cumin, le poivre, principe actif de pépérine, principe actif, donc la curcuma, le gingembre, ils sont autorisés. Une infusion de gingembre, de 5 g de gingembre avec 1 demi-litre d'eau, 30 minutes avant chaque repas contre le vieillissement et les nausées pour les patients qui subissent les effets secondaires de la chimiothérapie. Les ailes, les tomates, elle est interdite, donc le patient doit l'arrêter 2 jours avant la séance de la chimiothérapie parce qu'il contient de l'alcite. Les huiles végétales, possible que seulement 8 cuillères à soupe, huile d'olive, huile d'argan et autres huiles végétales telles que l'huile de coco, de noix, 2 cuillères sans les cuillères. Les poissons noirs ils sont strictement interdits par sa teneur en métaux lourds parce que la chair de poisson des poissons noirs tels que les sardines, les maquereaux, le thon, elle a des spores qui peuvent capter les métaux lourds par la pollution des mers. Donc, c'est pour cela qu'il y a un grand problème pour ces patientes d'avoir des infections ou des allergies. Donc, les fruits de mer et les crustacés, malgré leur teneur richesse en zinc et leur pouvoir anti-inflammatoire et booster de l'immunité, les fruits de mer, y compris les crevettes, les crustacés, peuvent être porteurs de bactéries et de parasites tels que le vibrio et les listeria qui peuvent causer des infections alimentaires. Les patients sous traitement sont vulnérables aux infections. Accumulation des toxines. Certains poissons peuvent accumuler ces types de toxines et métaux lourds, donc de préférence arrêter surtout avec les séances de chimiothérapie. Donc les poissons blancs tels que les sols, les merlans, le lot, dorade, ils sont autorisés de les prendre, pas de souci. Et voilà, ma présentation touche sa fin. Pour conclure, lorsque je m'occupe d'un patient qui est atteint de cancer, n'importe quel type de cancer, et plus spécialement ici le cancer de sein au col de l'utérus, je dois absolument lui recommander et insister sur la suppression du sucre blanc et de la farine blanche de sang quotidien, de suivre une alimentation équilibrée et variée, avec une bonne hydratation jusqu'à 3 litres, 2 litres à 3 litres de l'eau, de préférence le médial de l'eau, ou l'eau minérale, de diversifier l'eau minérale, voir avec le médecin traitant bien sûr. Et j'insiste aussi sur
sur la collaboration pluridisciplinaire entre les oncologues, les médecins traitants et le nutritionniste diététicien pour adapter et personnaliser les régimes adéquats pour mieux survivre ces patients. Je dois lui aider à maintenir aussi un poids normal, pratiquer de l'activité physique et pas forcément les salles de sport. Il faut que la patiente pratique une activité physique seulement avec le ménage domestique dans leur maison. Et limiter la consommation de la viande rouge, des charcuteries et des viandes ultra transformées comme le saucisse, le hot dog, les charcuteries et tous les produits salés et les jus industrialisés et tout produit industrialisé. Limiter la consommation excessive de sel, éviter les charcuteries et les produits salés et les produits industrialisés. Et merci pour votre attention. Merci. Donc d'abord, je tenais à remercier le comité scientifique et le comité d'organisation de me donner le privilège de pouvoir intervenir ici en complément de tous les honorables intervenants qui ont fait de brillantes interventions scientifiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vous parler brièvement, j'espère que je vais essayer d'être convaincant, sur le rôle de la complémentarité du tissu associatif, en particulier dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer et notamment dans le cadre du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Alors, pour commencer à présenter le rôle du tissu associatif, je m'appuie sur un document d'ailleurs qu'on a utilisé cette année au sein de l'association Ruban Rose de Béni-Mellal avec l'association de bienfaisance de Béni-Mellal, pour vous présenter un petit peu dans le contexte qui a été notamment beaucoup répété depuis ce matin, c'est l'épidémiologie bien sûr du cancer du sein, des cancers au Maroc, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Donc pour reprendre un petit peu le contexte, les chiffres, c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis ce matin, mais je pense que c'est très important de comprendre l'incidence pour pouvoir parler aussi du rôle du tissu associatif. Donc au Maroc, on constate l'augmentation régulière du nombre de cancers. Aujourd'hui, on dépasse les 50 000 cas par an, tout cancer confondu. Il était proche de 48 000 en 2019 et en 2022, il était à plus de 50 000 cas par an. Le 21 janvier 2023, l'Association marocaine des registres du cancer a fait une publication lors de la première journée nationale des registres du cancer et a publié avec l'association, avec la Fondation Lama Salma, avec les chiffres du ministère de la Santé, que l'incidence globale du cancer au Maroc était actuellement de 116 pour 100 000. Donc les chiffres présentés par le représentant du ministère de la Santé, de la Fondation Lama Salma et de l'Association marocaine des registres des cancers, lors de la première journée nationale du registre des cancers, le 21 janvier 2023, a montré que le risque de développer une pathologie cancéreuse avant l'âge de 75 ans était de 12%, que chez les femmes, le cancer du sein était le plus fréquent et représenté, on l'a dit déjà de nombreuses fois, 38% des pathologies observées. Et je me redis quand même que les hommes étaient également touchés par cette maladie, comme le cancer du sein. Ce n'est pas exclusivement les femmes, on est tous concernés, puisque c'est très faible, certes, mais c'est quand même 1%. Donc nous sommes tous concernés. L'incidence montre qu'il y a une augmentation du nombre du cancer. Et donc c'est là que je vais parler du tissu associatif dans ce cadre-là. Alors la présentation du rôle du tissu associatif dans le dépistage du cancer du sein. En fait, elle nous fait prendre conscience, que nous font prendre conscience ces chiffres, ces statistiques qui sont frappantes sur l'incidence du cancer au Maroc, du cancer du sein et même du cancer du col de l'utérus. En fait, la problématique, c'est que malgré les avancées médicales, qu'est-ce qui nous reste en particulier, c'est le dépistage précoce, qui reste un enjeu majeur. Le dépistage précoce qui permet une prise en soin précoce avec des traitements adaptés précoces. Alors moi, je suis professionnel de la gestion des établissements de santé et au cours de mes nombreuses années en tant que directeur d'établissement dans la fonction publique hospitalière en France et depuis plusieurs années en tant que directeur des soins dans l'hospitalisation privée au Maroc, on a pu constater les limites des structures d'accueil qui accueillent dans les établissements de santé le public. En fait, aujourd'hui, c'est un problème mondial. On voit que en augmentation du nombre du cancer, on peut être confronté à une saturation des services dans les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, tous ces établissements de santé qui accueillent du public. Les structures de santé, notamment dans des zones rurales, ou certains dans des grandes villes, quartiers défavorisés, où il existe des déserts médicaux ou des déserts en établissements de santé, peuvent être confrontés à une saturation des services.
Le nombre d'examens d'imagerie médicale, qui est essentiel, on l'a dit depuis ce matin, dans le dépistage, peut être limité et peut entraîner des délais d'attente importants qui peuvent décourager certains patients et notamment certaines femmes. Alors quand je parle notamment des délais d'attente, vous le savez, on peut parler des délais d'attente dans la structure, dans les salles d'attente, des délais d'attente de rendez-vous et des délais d'attente également pour le transport, pour se rendre dans certains établissements de santé qui peuvent être éloignés, notamment lorsqu'on se trouve en zone rurale. Donc on voit là la difficulté des délais d'attente et de la saturation des services. Également le manque de personnel qualifié. Alors non pas le manque de qualification, mais de personnel. Aujourd'hui c'est mondial. Nous avons une grande carence en personnel médicaux, en personnel technique en imagerie médicale et en personnel qualifié paramédicaux. Donc ce grand manque de personnel qualifié peut impacter la qualité et la rapidité du dépistage. Aujourd'hui, je sais, moi je le vois au quotidien et tous mes collègues le diront, aujourd'hui on a une vraie carence en professionnels et ça fait un frein considérable pour le dépistage, notamment en technicien, en radiologie, en médecin, en radiothérapeute. C'est un vrai problème dans la rapidité du dépistage, alors qu'on le dit depuis ce matin, le dépistage est essentiel dans l'incidence du nombre de cancers. Les freins culturels et religieux. Alors c'est là aussi que le tissu associatif peut intervenir. Dans certains contextes, on le sait, des freins culturels ou religieux peuvent empêcher les femmes d'accéder aux services de dépistage proposés par les structures publiques. La peur de la maladie, la méconnaissance des enjeux, ou encore des tabous liés à la poitrine ou au cancer du col de l'utérus qui peuvent constituer des obstacles. La rigidité des procédures qui sont aussi un frein et des limites à nos établissements. J'en parle d'autant plus que moi-même je suis professionnel de la santé publique. Aujourd'hui, on sait que nos établissements ont des procédures administratives qui peuvent être perçues comme complexes et longues et qui peuvent dissuader certains patients et certaines femmes de se faire dépister ou d'accéder à nos établissements de santé. On le sait, le parcours de santé dans les établissements, il est parfois souvent astreint à de grandes démarches administratives, à des problématiques de dossiers administratifs, dossiers de remboursement, dossiers de facturation. Et tout ça, ça peut être un frein et ça peut dissuader les personnes qui voient véritablement des difficultés. Alors, dans ces limites des établissements de santé publics, privés qui accueillent nos patients, notamment dans le dépistage, on va parler du rôle complémentaire du tissu associatif. Donc face à ces limites, le tissu associatif peut jouer un rôle complémentaire essentiel. Alors moi j'en ai pris notamment conscience dans mes années d'exercice en tant que directeur d'établissement, puisque j'ai été très souvent sollicité par des associations pour participer à des actions, notamment dans l'accompagnement des personnes dans le dépistage du cancer, dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Et aujourd'hui, j'essaie autant que possible de multiplier toute collaboration entre les établissements de santé, qu'ils soient publics, privés, avec les associations, puisque je pense qu'il n'y aura que cette collaboration qui permettra véritablement d'évoluer. Et souvent, le tissu associatif peut être un petit peu perçu comme le parent pauvre dans ce combat face à la lutte contre le cancer. Alors, quels sont les rôles que peuvent jouer le tissu associatif? D'abord, la sensibilisation et l'éducation. Nous sommes tous ici, pour la plupart, professionnels de santé, et on sait que dans la prise en soin, on parle de quoi? Certes, de soins curatifs, mais aussi, on parle énormément de soins éducatifs et de soins préventifs. C'est là qu'intervient, je pense, énormément le rôle du tissu associatif. Les associations peuvent mener des campagnes de sensibilisation auprès de la population en utilisant un langage simple et adapté à chaque public. Alors, je dois vous dire qu'il y a plusieurs pays, notamment, qui ont mis en place dans différentes zones dans le monde ce qu'on appelle des médiateurs de santé. Les médiateurs de santé, ce sont des bénévoles issus du tissu associatif qui bénéficient d'une formation spécifique en communication et en éducation auprès des populations de santé en fonction de chaque catégorie de santé. C'est-à-dire qu'ils vont s'adapter aux milieux socio-économiques et culturels d'une certaine population de santé pour savoir parler et présenter tous les enjeux à chaque catégorie de population. Et ça, c'est en particulier le rôle des associations. Enfin, l'accompagnement personnalisé. Les associations peuvent offrir un accompagnement personnalisé aux femmes en particulier dans le cadre du cancer du sein, en les aidant à surmonter leurs appréhensions et à franchir le pas du dépistage. Cet accompagnement peut prendre la forme d'entretiens individuels
de groupes de parole, de plus en plus de groupes de parole se développent au sein des associations, ou de visites à domicile. Donc là également, il y a de nombreux pays qui commencent à adopter ça, des visites à domicile avec des bénévoles formés qui permettent d'accéder, de pénétrer au sein de la population pour organiser des entretiens individualisés. Et ça, il faut être honnête, on ne peut pas se le permettre en tant qu'établissement de santé. Ce n'est pas des actions que nous pouvons mener. L'organisation de dépistage gratuit ou à coût réduit, eh bien, ce mois-ci, on en a encore été le témoin et c'était un immense honneur de pouvoir y participer au sein de Benimela, puisque c'est une campagne qui a été menée grâce quand même à plusieurs associations et en collaboration avec les centres de santé et les établissements de santé de Benimela. C'est-à-dire d'organiser, les associations peuvent organiser des campagnes de dépistage gratuites ou à coût réduit. Donc là, c'était une première, cette année, on a réussi à, non pas le faire à coût réduit, mais carrément la gratuité totale de la campagne de dépistage pour le mois d'octobre 2024, en partenariat avec les professionnels de santé et avec les établissements de santé. Cela permet de faciliter l'accès au dépistage pour les femmes les plus démunies. Des créations de réseaux de soutien. Les associations peuvent aussi créer des réseaux de soutien pour les femmes atteintes d'un cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus, offrant ainsi un espace d'écoute, d'échange et de partage d'expériences. Et ça, aujourd'hui, on sait que c'est essentiel. Ça permet de libérer la parole et dans l'accompagnement de la personne atteinte d'un cancer, c'est essentiel. Enfin, la collaboration avec les structures publiques. Les associations peuvent collaborer étroitement avec les structures publiques pour compléter leurs actions. Elles peuvent par exemple aider à la promotion des programmes de dépistage organisés par le ministère de la Santé ou par les structures publiques, ou encore proposer des services complémentaires aux femmes suivies dans les centres de santé. Au Maroc, il y a des villes qui ont actuellement, je sais que Benimela il y a un projet là-dessus, des projets de création via des associations de centres d'accompagnement, de centres de santé d'accompagnement auprès des personnes atteintes du cancer. En résumé, un petit résumé premier et rapide, le tissu associatif peut apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques des femmes, en complément de l'action des structures de santé, qu'elles soient publiques ou privées, grâce à leur proximité avec la population. Et ça, c'est une des forces des associations, c'est la proximité qui est favorisée avec la population, leur flexibilité et leur capacité à mobiliser des bénévoles. Les associations peuvent contribuer à améliorer l'accès au dépistage et à renforcer le soutien aux femmes touchées par le cancer du sein. Alors, je vais vous présenter rapidement quelques types d'actions que peuvent mener des associations, le tissu associatif dans le dépistage. Vous les connaissez, mais ça permet un petit peu de les résumer, on les a déjà un petit peu évoqués. La complémentarité avec les structures publiques, la sensibilisation, l'accompagnement, le soutien psychologique. Il y a plusieurs types d'actions menées. En sensibilisation, il y a eu déjà des organisations de journées d'information dans des écoles, dans des entreprises, même dans des établissements religieux. Des créations de supports, vous avez de nombreuses créations de supports de communication adaptés à la population qui sont faites par des associations, que ce soit des affiches, des vidéos ou des brochures. L'utilisation des réseaux sociaux, vous avez aujourd'hui beaucoup le développement du digital marketing, vient des associations. Les réseaux sociaux diffusent des messages clés de communication adaptés auprès de la population. Bien sûr aussi, après la sensibilisation, le dépistage, des organisations de campagne de dépistage, on l'a dit, gratuites ou à coût réduit dans les zones les plus démunies, notamment en secteur rural. On sait aujourd'hui les difficultés d'atteindre la communication sur l'importance du dépistage, notamment dans le secteur rural. Le partenariat, comme cette année on a été un exemple, avec les centres de santé pour faciliter l'accès aux examens d'imagerie médicale. L'accompagnement, la mise en place, je l'ai dit, de groupes de soutien pour les femmes atteintes et leurs proches, la formation de bénévoles. Alors bien sûr, on parle de mobilisation de bénévoles, mais les associations forment les bénévoles, bien sûr. Et cette année, d'ailleurs, on s'est beaucoup, grâce notamment à différents établissements de formation au sein de Benimela, grâce à l'université Sultan Moulay Simam, on est intervenu auprès des étudiants pour faire des mini-formations, pour mobiliser ensuite des bénévoles lors des journées d'Octobre Rose et de la marche d'Octobre Rose notamment. Donc les associations interviennent pour mobiliser des bénévoles, mais pour les former également, pour adapter le discours auprès de la population. La création de réseaux, donc on le disait, notamment c'est quoi? La mise en réseau de différentes associations pour renforcer leur impact. C'est-à-dire qu'en fait ces associations, elles se mettent en réseau elles aussi,
elles permettent d'organiser, de resserrer les liens pour permettre qu'il y ait une meilleure perméabilité entre tous les acteurs de santé. Et souvent, ce sont des associations qui permettent ça, parce que, et ça, moi-même en tant que professionnel de santé, je le regrette, souvent on est un petit peu isolé. Vous avez la structure de santé publique qui travaille de son côté, parfois les structures de santé privée qui travaillent aussi de leur côté, et souvent c'est le tissu associatif qui crée du lien et qui permet de fusionner toutes ces actions pour créer un plus grand impact au sein de la population. Même la création de plateformes en ligne qui ont été créées par de nombreuses associations pour faciliter l'échange d'informations et la coordination des actions. Donc pour résumer, les atouts du tissu associatif, c'est quoi? La proximité avec la population, la flexibilité. C'est vrai que c'est un cadre associatif donc, qui est beaucoup plus flexible et réactif qu'une structure comme un établissement de santé qui parfois peut avoir un cadre assez rigide, et une capacité énorme à mobiliser les bénévoles. Les défis, les perspectives. Alors bien sûr, une association, toutes les associations, ça aussi c'est un problème mondial. Vous savez quel est le défi majeur? On dit c'est le nerf de la guerre. D'abord, c'est le moyen financier. Aujourd'hui, toutes les associations dans le monde entier, et notamment les associations d'accompagnement et d'aide aux personnes atteintes de cancer ou de dépistage, la problématique, c'est le manque de moyens financiers. Parfois, la difficulté à atteindre certaines populations, dans certains milieux ou certaines zones rurales. Il y a une difficulté même pour les bénévoles à pouvoir communiquer. Il faut augmenter cette capacité à atteindre la moindre personne dans tous les coins les plus reculés de la population. Et une de nos difficultés aussi, c'est la coordination avec tous les acteurs de santé. C'est vrai qu'il est encore parfois difficile de pouvoir coordonner parce que des fois c'est encore un petit peu, imperméable à pouvoir rentrer dans tous les établissements et à solliciter l'accompagnement de tous les acteurs. Malgré tout, il y a de belles perspectives. On voit qu'il y a de plus en plus de renforcement de partenariats, et ça c'est quelque chose de très positif, on le voit, c'est énorme, et moi je le dis, au Maroc c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. De plus en plus, il y a des premières là-dessus au Maroc, avec le renforcement de partenariats avec les institutions publiques et privées. Cette année, moi je le dis encore, 2024, à Beni Mellal, je pense que Beni Mellal a été quelque chose de remarquable au Maroc, avec toutes les organisations qui ont été faites, mais surtout avec la parfaite collaboration des acteurs de la santé, que ce soit du secteur public, associatif ou privé. Et je pense que ça, c'était une première au Maroc qui a été notamment mis en avant, notamment pour Beni Mellal. Les perspectives, c'est aussi le développement de nouvelles actions innovantes. Aujourd'hui, on doit innover. Il faut toujours s'adapter à la population, s'adapter dans les moyens de communication et de plus en plus utiliser les réseaux sociaux et la téléconsultation via les associations pour développer le message et développer la communication parce que la population évolue et les associations doivent évoluer en parallèle de cette population. Et de plus en plus mobiliser les citoyens, les bénévoles, mais aussi les entreprises qui permettent justement de faire du mécénat et d'accompagner avec des soutiens financiers tout ce qui est comme tissu associatif. Donc en conclusion, je l'ai dit, on a fait déjà une synthèse des principaux points. Moi, je lance un appel à l'action, et c'est vrai que tous ici, en tant que professionnels de santé et toute la population, et nous tous du secteur privé ou public, moi j'encourage tout le monde à soutenir les associations locales, parce que soutenir les associations locales aujourd'hui, c'est soutenir le combat contre la lutte du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Bien sûr, se faire dépister régulièrement, c'est le message. Et bien sûr, sensibiliser nous tous, d'une certaine manière, nous sommes bénévoles, et même si on n'appartient pas à une association, nous faisons partie d'une association au sein de notre population, et il faut sensibiliser son entourage. Je pense qu'on peut avoir une vision positive de l'avenir, puisque aujourd'hui, le tissu associatif se développe de plus en plus, il est de plus en plus présent, il y a encore du travail à faire, mais je pense que c'est plutôt positif, et on doit toujours envisager de nouvelles perspectives de collaboration pour développer encore plus cette collaboration. Je le dis, elle est essentielle entre tous les acteurs de santé grâce au tissu associatif. Voilà, j'espère que j'ai été assez bref et convaincant. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attention.